Ici, on est en train de sortir les collections archéologiques de leurs réserves pour pouvoir les transporter ensuite dans un dépôt transitoire, un dépôt qui va nous servir de lieu de stockage temporaire jusqu'à la fin des travaux, au moment où on pourra intégrer le nouveau centre de conservation, d'études et de documentation du Préhistomuséum. C'est un moment capital, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui qu'on enlève les traces du passé, les 20 ans de vie du préhistocide de Ramioul. Et je dois avouer qu'il y a une petite émotion à se trouver à cet endroit-ci, à ce moment-ci. De manière très scrupuleuse, l'entreprise démonte le métal, le cuivre, le béton. Dans le projet du Préhistomuséum, nous avons voulu faire un projet durable. C'est-à-dire que nous avons déjà nous-mêmes récupéré tout ce qui pouvait resservir dans le Préhistomuséum. Une grande partie de ces façades sont récupérées, car dans les futurs ateliers du Préhistomuséum, eh bien, nous replacerons ces châssis. Nous avons aussi récupéré les éclairages pour de futures installations du Préhistomuséum. Et le reste est trié, mis en container et va partir dans les filières de traitement des déchets. C'est un chantier qui dégage la vue et qui va redonner au musée une nouvelle configuration totale. Cet espace, il a une histoire, une géographie, un relief, des problèmes d'eau, etc., d'ensoleillement. Et c'est l'ensemble de ces facteurs qu'on prend en compte pour pouvoir dire quel va être l'endroit où on va construire le musée. Les auteurs de projet ont décidé de rendre à la vallée de Ramioul, au bout duquel se trouve la grotte, la topographie initiale. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des constructions précédentes, qui étaient des barrages à la perception pour tout un chacun de cette vallée, de ce vallon, ont été gommées et que l'architecture s'est positionnée latéralement, de façon à ce que, à l'entrée du site, le visiteur ait la perception d'être dans un vallon perpendiculaire à la vallée de la Meuse. Dans toute jeunesse, il faut d'abord définir qui on est, qui on veut être. Donc on a décidé qu'on serait un musée médiateur avec un message accessible pour le plus grand nombre. On a défini toute une série aussi de comment on allait le faire. Et tout ça s'est résumé dans un cadre de travail qu'on a mis d'abord en œuvre en équipe restreinte. Donc la façon de travailler, eh bien, c'est que certains délégués, on peut les appeler comme ça, vont concevoir un début de dispositif, mais il y a des retours vers le reste du personnel dont l'avis peut s'avérer éclairant. Pour ce travail de validation, on a fonctionné un petit peu comme un speed dating. Le groupe de travail a invité chaque équipe à se rencontrer très rapidement. Voilà les thèmes, voilà les dispositifs. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu as l'impression que ça va marcher? Je pense qu'une exposition comme celle-là, ou comme celle-là au pluriel, c'est vraiment une œuvre collective et qui engage une équipe pluridisciplinaire. Plein de personnes différentes, avec des compétences très différentes, et qui vont, par la discussion, donner le meilleur d'elles-mêmes. Et c'est ce processus-là qui enrichit le projet. C'est-à-dire que plus il y a de concertation, plus le projet, a priori, a des chances d'aboutir à quelque chose d'intéressant pour le public. On crée quand même le musée de demain dans lequel on va tous travailler. Il s'agit que chacun s'y sente bien. Il s'agit de ne pas désincarner non plus le propos. En travaillant comme ça en petits groupes de travail, il pourrait se créer une fracture avec le reste de l'équipe. Et donc les échanges me semblent essentiels, oui. La première grosse étape qui était la démolition, qui était une durée de plus ou moins 2 semaines, va se terminer cette semaine-ci. La deuxième étape, les terrassements. Donc une fois que les terrassements sont faits, on va commencer à couler tout ce qui est fondation du bâtiment. Par la suite, donc ça va s'enchaîner, le gros œuvre va s'enchaîner. Donc on fait le radier, on met en place des pré-murs, car ici c'est beaucoup de préfab. Ici on en a plus ou moins pour 15 mois.
Nous sommes en train de terminer la phase du gros œuvre, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire que toutes les structures, les soubassements en béton et toute l'élévation, toute la forme des principaux bâtiments est déjà définie. Et parallèlement, le Préhistomuséum n'est pas un bâtiment seulement, mais aussi un musée de 30 hectares. Nous allons maintenant tracer l'ensemble des circuits. Ça réclame évidemment quelques nivellements, l'installation de certains passages, passerelles. Et donc tout ça est un chantier que nous menons de front. Ça a d'abord été un chantier intellectuel. L'expression physique des choses qui est en train de se déployer correspond aux premières envies, et l'architecture et le projet de l'offre culturelle n'ont pas arrêté de s'enrichir l'un l'autre. Le projet du Préhistomuséum n'a pas été conçu pour être innovant. Il l'est, je le pense, parce que nous avons cherché des solutions et des dispositifs à des enjeux de notre société actuelle. Qu'à chaque fois, nous avons réfléchi le rôle du Préhistomuséum et ses messages en fonction de la dynamique qui intervient entre notre lecture du passé et les débats de la société. Le chantier a démarré il y a 10 mois maintenant, donc il va durer 17 mois. On peut constater que les bâtiments commencent à prendre forme et on commence à comprendre les relations entre l'architecture et son environnement. Donc actuellement, on en est au stade de la fermeture des façades. Dans le foyer, on vient de poser tous les châssis en Oregon. Et dans l'autre bâtiment, le bâtiment exposition-conservation, on est en train de poser l'acier Corten. Nous avons essayé, au travers du choix des matériaux et de la manière de construire le bâtiment, de minimiser l'empreinte environnementale du projet. Le choix de l'acier Corten est à la fois un choix de durabilité, puisque c'est un matériau qui est autopatinable, donc qui possède sa propre protection, qui est la couche de rouille qu'il génère. Et c'est également un choix plastique, puisque c'est un matériau qui est à la fois mat et lumineux et qui rappelle des substances de type les mousses qu'on peut rencontrer dans l'environnement. Ce qui est une première ici, c'est de faire un musée avec ce type de technique constructive, avec une ossature bois remplissage paille. Les techniques traditionnelles de construction en paille, la paille porteuse, sont réservées à des petits bâtiments. Et ici, on a une salle qui fait quand même 17 mètres de portée, 17 mètres de large, d'où une structure quand même relativement présente. Elle fait l'épaisseur d'un ballot de paille. Alors le bureau d'études Greysch, c'est un bureau d'ingénieurs et de techniciens dessinateurs. Notre rôle, plus concrètement pour le Préhistomuséum, a été de venir en appoint sur des points plus spécifiques de conception à l'équipe d'architecture. La vision qu'avec l'équipe du Préhistomuséum nous avons développée prend forme. Les choses avancent à bon train. Les deux bâtiments ont leur volumétrie telle qu'elle a été dessinée. C'est un grand plaisir de voir dans la réalité les plans devenir l'espace définitif de l'expérience des visiteurs au Préhistomuséum. Ici, on est dans l'expérience en plein air du labyrinthe végétal de l'évolution. Pour le moment, c'est un labyrinthe hyper végétal, c'est un fait. Certains végétaux vont rester, ce sont les lierres ici qui ont été plantés sur les palissades pour pouvoir pousser, donc occulter la vue, qu'on ait de véritables couloirs végétaux autour de nous. Pourquoi un labyrinthe? Pour représenter l'évolution humaine? Eh bien, parce que l'évolution humaine est tout sauf linéaire, justement. Et par ce dispositif, on peut réellement prendre conscience de l'aspect buissonnant de notre lignée. Après quelques mois de réflexion maintenant, eh bien,
on est véritablement dans la conception avec des dispositifs temporaires qui sont placés et ces dispositifs ils sont testés. Les 10 expositions qui se trouvent dans la forêt font partie intégrante du projet muséal. C'est pour ça que le Préhistomuséum ne se réduit pas à 1 ou 2 bâtiments, mais est un projet de 30 hectares dans lequel nos interventions se veulent réversibles. D'ici, on voit en fait tout l'esprit du projet. Ce n'est pas seulement un projet d'architecture, mais c'est aussi et surtout un projet de paysage. On a à l'avant-plan le foyer et puis le conservatoire, c'est-à-dire le lieu qui conserve les objets archéologiques, qui a été décalé de façon à donner aux visiteurs le lien entre la Meuse et la grotte de Ramul. La vision de départ devient perceptible. Où que l'on soit dans le territoire des 30 hectares du Préhistomuséum, on sent que l'attention a été donnée à ce que ce ne soit pas un projet bling-bling, mais un projet juste où les bâtiments ont pris une place adéquate pour donner à la nature l'espace qu'elle doit avoir. Dans les mois à venir, la prochaine étape est aussi très paysagère puisqu'il s'agit là de peaufiner tout le plan paysager qui a été prévu et puis d'installer tous les sentiers discrets qui vont circuler en Natura 2000. Donc nous ici, on a été contactés par le Préhistomuséum pour travailler spécifiquement sur les zones de nature qui sont juste en dessous des lignes à haute tension que vous voyez ici. L'objectif du Life Elia, c'est d'entretenir la végétation en garantissant la sécurité électrique et aussi en effectuant des actions pour la biodiversité. Donc notamment ici, on va avoir un pâturage par des moutons de race rustique ardennaise. Et donc c'est eux qui vont entretenir la végétation. Et alors le Life Elia aussi sur le Préhistomuséum a d'autres actions comme la plantation de lisières étagées, donc en bordure de massifs forestiers. On va creuser une mare, on va installer des vergers avec des variétés anciennes. Et donc toutes ces actions vont permettre de dynamiser la nature aux alentours du Préhistomuséum. L'autre point important dans une gestion sur un site aussi grand, c'est la gestion des eaux de pluie, donc des eaux de ruissellement. Le principe des mares, c'est justement pour tamponner l'eau, c'est-à-dire nous permettre de mettre du temps avant de s'écouler et de s'infiltrer sur place. Le stade actuel dans lequel on est correspond à un stade juste après la création des volumes et des espaces. C'est-à-dire que la nature n'a pas repris ses droits, ça prend du temps. Parce que le souhait n'est pas de planter pour cacher. Donc les espaces actuellement qui sont derrière moi vont se reverdir, mais on le sait, il faut compter au moins 2-3 ans. Dans le musée, l'intérêt c'était de se dire que la nature, la biodiversité, tout ça fait partie des collections du musée. C'est un jour émouvant. Ça fait 3 ans que nous sommes en travaux, ça fait 5 ans qu'on étudie le dossier du Préhistomuséum. C'est une grosse infrastructure. Aujourd'hui, les groupes l'utilisent pour la première fois et nous voyons si ce que nous avons prévu fonctionne. Et on est ici à une petite heure de l'ouverture et je suis déjà très heureux. Nous avons la chance d'être le premier groupe de visiteurs du Préhistomuséum. Cette visite est prévue depuis la rentrée scolaire. Nous avions tout à fait envie de venir le plus vite possible. La visite tombe très tôt dans l'année scolaire, donc on pourra l'exploiter en classe de manière efficace. Les dispositifs ont été imaginés, ils ont été testés, corrigés, mais aujourd'hui, c'est pas simplement un test, on les voit vraiment vivre avec des enfants qui sont contents de nous retrouver. Voir que les dispositifs marchent, c'est juste, c'est magique. Donc là, une grande journée. Ces nouveaux dispositifs permettent vraiment de rencontrer des thématiques de manière encore peut-être plus approfondie que ce qu'on pouvait le faire jusque-là. On peut se dire que les dispositifs visent à toucher les différentes intelligences.
Actuellement au Préhistomuséum, nous avons 9 expériences en plein air qui sont déjà ouvertes et en activité. Le foyer est également accessible. On y accueille les enfants, les groupes scolaires depuis le 12 octobre. Ici, nous sommes dans le bâtiment qu'on appelle le conservatoire. C'est ici que se tiendront nos 2 expositions permanentes. Une première qui accueillera les collections. Et ici, nous sommes dans l'exposition Archéologie, métiers et recherche. Alors, ce qui va se passer ici, tout d'abord, c'est qu'on va y conserver toutes nos collections archéologiques. Vous avez ici tout l'espace où les objets seront rangés dans leurs étagères. Et ce qui est tout à fait inédit, c'est que le public et le grand public va avoir accès à cet espace par le biais de l'exposition Archéologie, métiers et recherche qui se tiendra dans l'espace juste à côté. C'est aussi un espace dédié à la recherche. Donc nous aurons une salle de consultation non seulement de la documentation, mais aussi des collections archéologiques. L'exposition va présenter non seulement les métiers de la conservation, mais aussi tout ce qui se passe avant et après cette étape de conservation. C'est une exposition qui permettra de découvrir tous les métiers de l'archéologie par un dispositif tout à fait particulier, à savoir une tablette interactive qui va permettre une expérience immersive. C'est tout à fait innovant puisque ces espaces sont habituellement fermés au public. Ici, nous avons pris le parti de rendre cette face cachée de l'iceberg visible. On a décidé de rendre les collections visibles pour le grand public, tout simplement parce que ces collections, c'est le cœur du musée. Sans ces collections, il n'y aurait pas le Préhistomuséum. L'îlot dans lequel nous nous trouvons est un îlot très important, c'est le cœur du musée. Pourquoi? Parce qu'on y retrouve à la fois l'actualité scientifique au travers des expositions temporaires, on y retrouve le cœur des collections et puis un autre espace qui se trouve devant moi et qui est un espace d'exposition permanente. Et donc, l'ensemble des dialogues des différentes salles qui se trouvent ici tournent autour des mêmes choses, à la fois une présentation du matériel, une conservation du matériel et bien sûr l'étude du matériel et le partage de ces études. Au travers du projet, nous avons essayé de minimiser l'impact environnemental. Alors on va retrouver ça dans la manière de construire le projet, mais on va retrouver aussi ça avec un de nos objectifs qui était d'être autonome en énergie au niveau de production de chaleur. Ici on se trouve dans la chaufferie, une énorme chaudière à ce qu'on appelle la plaquette ou à broyat. L'objectif un peu idéal, ce serait que le bois d'éclaircissement du site serve à chauffer le site. Évidemment, l'objectif n'est pas de brûler du bois et de le gaspiller. On reste dans des bâtiments extrêmement bien isolés. Le conservatoire a les performances d'un bâtiment passif et le bâtiment qui se trouve au-dessus de nous, restaurant, foyer, a des performances de bâtiment basse énergie. On se trouve dans la salle du restaurant. Donc c'est un bâtiment que l'on peut qualifier de bioclimatique, c'est-à-dire qu'on va maximaliser les apports du soleil en hiver et minimiser les surchauffes en été. Et donc pour faire cela, on a un bâtiment relativement bien isolé malgré qu'il soit vitré, donc avec des vitrages assez performants, et un grand auvent au niveau du sud. Et cet auvent est dimensionné pour laisser entrer la lumière naturelle du soleil en hiver, et donc de chauffer naturellement le bâtiment. Mais par contre, il fait l'effet inverse en été, c'est-à-dire qu'il est suffisamment grand pour faire part soleil, ce qui fait que sur toute l'année, on a un confort qui s'établit naturellement, d'où pas de radiateur et le fait que le simple apport d'une cassette fermée en plein hiver va suffire. Toute l'étude et toutes les réflexions menées avec l'équipe d'auteurs de projet nous amènent aujourd'hui à chauffer le Préhistomuséum pour le même prix que l'on chauffait le Préhistosite auparavant. Mais il faut savoir que le Préhistomuséum est 3 fois plus grand avec ses 3500 mètres carrés que le Préhistosite préalablement.